Aujourd'hui, nous allons parler de motivation, d'engagement et d'autorégulation en formation à distance. Nous allons commencer par le premier thème, l'engagement. On a vu que le problème principal avec la formation à distance, c'est l'abandon et la persévérance. En fait, l'abandon et la persévérance plutôt que la réussite en soi, ça revient finalement à un problème d'engagement. Dans plusieurs recherches, on voit que ceux qui s'engagent tôt dans un cours de formation à distance ont tendance à persévérer et à le réussir. Mais qu'est-ce que l'engagement? L'engagement, selon Blumenfeld et Fredericks, peut être divisé en trois grandes composantes. L'engagement comportemental, l'engagement cognitif et l'engagement affectif. Plusieurs voient aussi que l'engagement comportemental peut se subdiviser avec une petite partie qu'on appelle l'engagement social. L'engagement comportemental, qu'est-ce que c'est? C'est la partie visible de l'iceberg, c'est la partie visible de l'engagement. Ce sont les comportements observables. C'est quoi les comportements observables? C'est par exemple, quand on est dans une classe, regarder si les étudiants me regardent bien, me suivent des yeux. Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils sont distraits? En fait, l'engagement comportemental, ce sont les traces visibles de l'engagement et ce sont habituellement des signes d'engagement cognitif, on va y revenir, mais l'engagement comportemental, c'est pas tout à fait sûr. C'est pas parce que je suis en train de voir que vous êtes en train de me regarder que vous n'êtes pas en train de penser à votre soirée d'hier ou à votre rendez-vous de ce soir ou encore à tout à fait autre chose. De la même façon, c'est pas parce que vous êtes sur votre téléphone cellulaire que vous êtes nécessairement distrait. Peut-être que vous êtes en train de chercher des ressources qui sont en lien avec le cours et que vous êtes tout à fait engagé dans le cours. Donc, à nuancer pour l'engagement comportemental. Une composante de l'engagement comportemental, pour plusieurs, c'est l'engagement social. On pourrait penser que c'est très différent, mais l'idée d'engagement comportemental, c'est fondé à quelque part sur la participation, sur un continuum. L'engagement social, c'est la même chose. C'est un continuum de participation dans les activités qui ont un caractère social dans le cours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on s'engage dans la classe, comment on s'engage dans les activités d'équipe, est-ce qu'on répond aux questions quand le professeur pose des questions, est-ce qu'on s'investit dans notre équipe, est-ce qu'on répond aux questions de notre équipe dans notre travail d'équipe, est-ce qu'on fait preuve d'un certain leadership. Alors, toutes ces choses-là font partie de l'engagement social qui est, pour Fredericks et Blumenfeld, une composante de l'engagement comportemental. Prochaine dimension de l'engagement, c'est l'engagement cognitif. Alors que l'aspect engagement comportemental, on pourrait comparer ça à l'aspect quantitatif de l'engagement. Par exemple, le temps d'études investi dans un cours en particulier. L'engagement cognitif, lui, c'est plus qualitatif. Ça va plutôt trait à la qualité de l'engagement. Je peux passer beaucoup de temps à étudier pour un cours, mais je peux étudier avec des stratégies qui sont très peu sophistiquées, par exemple la répétition, qui sont pas très payantes. Alors, l'engagement cognitif, c'est un peu la qualité des stratégies d'apprentissage qui sont développées, qui sont déployées. Pinterich nous parle, en fait, décompose l'engagement cognitif entre les stratégies cognitives et les stratégies métacognitives qui comprennent les stratégies d'autorégulation et les stratégies de gestion des ressources, mais on va y revenir. Donc, les stratégies d'apprentissage, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être sélectionner des extraits d'un texte pour les surligner, organiser ses idées dans un plan ou encore dans un logiciel de réseau de concepts. Ça peut être n'importe quelle activité qui vous amène ou qui amène les étudiants, plutôt les élèves, à faire des liens entre les concepts parce que plus il y a de liens qui sont faits, plus ça va être facile d'aller chercher les concepts dans la mémoire à long terme. Et enfin, un qui est souvent négligé, mais qui est quand même très, très important comme moteur d'apprentissage, c'est l'engagement affectif. C'est quoi l'engagement affectif? C'est tout simplement les émotions positives ou négatives ressenties à l'égard de l'apprentissage au cours d'une activité d'apprentissage. Est-ce qu'on est capable d'avoir de l'intérêt, du plaisir, ou plutôt qu'on va susciter de la tristesse, voire de l'anxiété qui arrive souvent? Donc, l'engagement affectif, c'est souvent un peu, moi je compare ça au moteur de l'engagement. En fait, c'est un peu le gaz qu'on met dans le moteur. C'est quand même très important. Pour Blumenfeld et Fredericks, l'engagement, c'est un concept, mais qui a ces quatre volets-là qui interviennent ensemble. Donc, l'engagement comportemental et l'engagement social, l'engagement cognitif et l'engagement affectif. Maintenant, comment fait-on pour susciter l'engagement en formation à distance? Bien, la première piste, c'est d'intervenir sur l'engagement social.
Là, je vous surprends parce que vous auriez peut-être pensé que j'aurais parlé de l'engagement comportemental, mais je reviens au paradoxe de la collaboration que j'ai exposé dans une autre capsule. En fait, on a beaucoup de recherches en formation à distance et dans les MOOC qui montrent que quand les apprenants collaborent ensemble, les résultats sont beaucoup plus élevés sur le plan de la persévérance, probablement de l'engagement aussi. Donc, est-ce que c'est la poule ou l'œuf? Quand on collabore avec d'autres étudiants, il y a un phénomène qui se développe qui s'appelle l'interdépendance positive. Bien, on vient qu'à se sentir un petit peu responsable, pas juste de notre propre succès, mais aussi du succès des autres membres de l'équipe. Alors, la collaboration, est-ce que ce sont ceux qui sont davantage motivés qui collaborent plus ou est-ce que ceux qui collaborent plus deviennent davantage motivés au fur et à mesure qu'ils collaborent? Moi, personnellement, je pense que c'est un petit peu un mélange des deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour intervenir sur l'engagement social? Premièrement, je dirais, on mise peut-être sur l'apprentissage collaboratif en utilisant des courtes activités, des scripts d'apprentissage coopératif, par exemple, des courtes activités d'équipe. On peut, si on est en visioconférence, on peut diviser la visioconférence en sous-salle ou en breakout room en anglais. On peut utiliser des travaux d'équipe en mode synchrone ou asynchrone. Je dirais qu'on pourrait vouloir offrir des occasions de rencontres informelles aussi. Ça, c'est pas nécessairement facile à créer à distance, mais on pourrait vouloir recréer des activités qui pourraient reproduire un peu ce qui se passe dans les corridors, donc des corridors virtuels. On peut concevoir quand même des activités ludiques, amusantes, qui se font un petit peu avant le début des cours, un petit peu après le début des cours, ou carrément en dehors des cours. Les services aux étudiants peuvent collaborer pour penser à organiser des choses comme ça. On peut utiliser dans les cours des forums sociaux. Finalement, on voudrait probablement aussi essayer de faire en sorte que des groupes d'entraide se développent naturellement, puis même de les encourager explicitement. Comment on fait ça? Je dirais de travailler sur les profils, que les étudiants se connaissent les uns les autres, à partir de profils qui sont bien remplis, qu'ils identifient des intérêts communs. Et puis, à partir de là, il y a aussi peut-être un encouragement formel. Ça peut être fait sur toutes sortes. En fait, les groupes peuvent se rencontrer sur Teams, peuvent se rencontrer sur Facebook. Il y a toutes sortes de moyens pour faire ça. Piste numéro 2, intervenir sur l'engagement affectif. Alors, comment on fait pour intervenir sur l'engagement affectif? Bien, je dirais, première piste, utiliser le jeu. Alors, on peut faire des mots croisés collaboratifs, on peut organiser un tournoi. Il y a des logiciels de télévoteurs qui nous permettent d'organiser des tournois entre équipes. Donc, on peut trouver une twist, si vous me permettez, pour rendre ça ludique, pour rendre ça amusant. Et je dirais, sans rendre ça trop sérieux, sans que ça compte toujours pour beaucoup de points. Donc, c'est la piste numéro 2. Donc, on offre aux apprenants des activités qui ne sont pas nécessairement risquées, qui ne sont pas toujours nécessairement liées à une note, puis où on leur fait éprouver du plaisir. Troisième sous-piste, je dirais, c'est simplement de diversifier les activités d'enseignement et d'apprentissage plutôt que d'être toujours dans un mode expositif. Ou plutôt que d'être, peu importe le mode, si on peut être toujours en enseignement magistral, mais si on est toujours dans un autre mode, d'avoir toujours la même modalité, ça devient ennuyant. La nouveauté a un certain attrait, donc l'invitation générale, c'est de diversifier, de varier vos activités d'enseignement et d'apprentissage. Troisième piste, miser sur l'engagement comportemental. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, demander des remises régulières de travaux. Si vous aviez l'habitude d'exiger 2 travaux avec un examen intra qui vaut 50, un examen final, on voudrait peut-être répartir cela dans le temps pour plus de petits travaux qui vont compter un petit peu moins. Alors, ça permet d'équilibrer, ça permet d'ajuster le rythme en termes d'investissement pour ce qui est de l'engagement comportemental. Je dirais qu'il faut aussi s'assurer du réalisme des demandes relativement à la charge de travail. Et pensez pas que c'est parce que les étudiants sont à distance qui vont pouvoir vous donner plus de temps. Grosse erreur à éviter. Ensuite, idéalement, vous vous assurez de la participation de tous, que ce soit en modalité synchrone ou asynchrone. Dans les séances synchrones, les visioconférences, vous avez toutes sortes d'outils qui vous permettent de suivre la participation de chacun, que ce soit les sondages, le clavardage, un tableau blanc partagé, ce qu'on appelle l'état, de diviser le groupe en sous-salles. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être utilisés, mais dans le fond, c'est de solliciter régulièrement les étudiants avec une réponse
pour voir où ils en sont d'une part, mais pour maintenir leur engagement. On voudrait aussi fournir un équivalent en mode asynchrone. En mode asynchrone, vous pouvez utiliser dans Moodle, par exemple, le suivi d'achèvement. C'est très facile dans Moodle de voir les participations de chaque individu dans les forums de discussion. Puis il y a aussi des données statistiques sur les participations des différents apprenants qui sont disponibles. Dernière piste, intervenir sur l'engagement cognitif. On va y revenir dans 2 autres capsules, mais sur l'engagement cognitif, je vous dégage 3 grandes pistes. Premièrement, la métacognition, c'est quelque chose de très, très important et de très, très puissant. Qu'est-ce que ça veut dire, la métacognition? C'est déjà de savoir quand je sais et savoir quand je ne sais pas. Mon fils, petite anecdote, avait des problèmes en mathématiques en première année. Alors, ce qu'on a fait, l'essentiel de ce que je faisais comme intervention, c'est de l'amener à voir, est-ce que on regardait les problèmes, plutôt que lui donner la réponse, je lui demandais d'essayer de me montrer la réponse qu'il avait donnée, puis je lui demandais, est-ce que tu es sûr de ta réponse? Des fois, il me disait oui, des fois, il me disait non. Puis s'il me disait oui, je disais oui, mais pourquoi tu es sûr de ta réponse? Alors là, avec ce petit mécanisme-là qu'on a répété pendant des années, je lui laissais le contrôle et il est devenu éventuellement très bon en maths. Donc voilà. Stratégie de gestion des ressources, piste numéro 2, on va y revenir dans une autre capsule, mais c'est vraiment, je dirais, 2 choses. Plutôt que d'étudier, si vous avez 5 heures d'études à mettre dans une semaine ou 10 heures pour un module, plutôt que toutes les mettre la veille de l'examen, prendre le même temps d'études et amener les élèves, les étudiants à le répartir sur différentes périodes. Je dirais les aider à s'organiser, leur rendre les choses simples, les aider à s'organiser en termes de travaux à faire, travaux à remettre. Puis finalement, il y a la piste des stratégies cognitives. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, je dirais, il y a des stratégies spécifiques à encourager, des stratégies qui, au-delà de la répétition, sont plus prometteuses. L'élaboration, faire des liens, l'organisation. Pour les connaissances procédurales, s'il s'agit par exemple de gestes techniques, si on est en formation professionnelle ou technique, il y a quelque chose de spécifique à développer, en fait, une espèce de chaîne de procédure qui est d'abord offrir une représentation, ensuite d'offrir de la pratique guidée avec laquelle les étudiants peuvent avoir du feedback, puis ensuite aider à l'automatisation. Puis ensuite, il y a toute une série de stratégies d'apprentissage qui sont propres à un domaine. Si on pense au domaine mathématique, des fois, il s'agit de décomposer un problème en sous-problèmes, mais chaque domaine va avoir aussi ses stratégies propres que vous connaissez certainement. Alors voilà, vous avez maintenant tout en main pour aider vos étudiants à s'engager à distance.